Donc, moi, je vais vous présenter les résultats d'une recherche que j'ai menée avec mes collègues Marie-Jean Meur, Sébastien Mosser, qui sont du département d'informatique de l'UQAM, de même qu'avec Arnaud Duhoux et Marie-Ève Boutier, qui sont à l'Université de Montréal. Arnaud est à la Faculté de sciences infirmières et Marie-Ève est à la Faculté de médecine. Donc, le thème de la recherche est vraiment de voir comment le forage de données sur Twitter, donc ce qu'on appelle le data mining, peut nous permettre de mesurer l'état de l'opinion publique en lien avec des questions qui portent sur la pandémie, comme le confinement ou la vaccination, par exemple. Donc, cette recherche-là s'inscrit dans une problématique que vous connaissez bien. On a vécu une pandémie qui nous a touchés très, très fortement, plus que d'autres qui les ont précédés, comme H1N1 ou H5N1 ou SRAS ou d'autres, et qui ont forcé les autorités de santé publique et les gouvernements à mettre en place des mesures de santé publique extrêmement restrictives, qu'on connaît tous et toutes, là, comme la distanciation sociale, le port du masque, le confinement, les couvre-feux, la vaccination massive, etc. Et donc, ces mesures de santé publique ont fait ressortir l'importance du concept d'adhésion aux mesures pour que ça fonctionne et de bonne communication entre les autorités et la population. Et donc, qui dit bonne communication pour susciter la confiance de la population et l'adhésion, bien, ça peut être utile de connaître pour les décideurs l'humeur de la population ou l'état de l'opinion publique. Et donc, ce constat-là, cette problématique, ce contexte, a fait émerger une question qui a traversé tout notre projet de recherche, qui est celle-ci que vous voyez. Le forage de données sur Twitter peut-il guider les actions des décideurs politiques en fournissant un portrait rapide de l'opinion publique au Québec? Nous, on s'est intéressé vraiment au territoire du Québec sur différents sujets concernant la pandémie de COVID-19. Donc, c'est cette question-là qui a traversé notre projet de recherche, qui s'est décliné en 3 objectifs que vous avez ici. Premier objectif, qui était plutôt de notre responsabilité à nous en communication, c'était d'abord de définir un champ sémantique de mots et de termes qu'on utilise, je parle que la population utilise pour parler de la pandémie, donc sur Twitter, afin d'orienter le forage des tweets. Ça, c'était le premier objectif. Deuxième objectif, c'était évidemment de mettre en place un dispositif automatique, intelligent, pour sonder l'opinion publique, ce qu'on appelle une analyse de sentiments en informatique à partir du forage de données sur Twitter. Et le troisième objectif, c'était de tester, de mettre en œuvre ce dispositif auprès des décideurs qui sont nos partenaires, là, qui est le M3S du Québec et en particulier la sous-ministre adjointe, la docteure Lucie O'Patterney. Ça, ce troisième objectif-là est en cours de réalisation en ce moment. On va le faire cet été en fonction des disponibilités de la sous-ministre. Donc, quelques éléments de notre cadre théorique. Je n'irai pas trop en détail là-dessus, mais pour le premier objectif, c'était assez simple. On n'est pas allé dans des grandes théories communicationnelles. On a été très pragmatique. C'est qu'on a essayé de voir c'est quoi quand les gens discutent de la pandémie sur les réseaux sociaux ou dans la rue ou dans les médias, c'est quels mots-clés ou quelles notions ils utilisent pour en parler. Et ça permet de délimiter un champ sémantique qui nous permet après ça d'orienter le forage de données vers des tweets pertinents, puis ensuite mesurer l'état de l'opinion publique. Donc, ça, c'était pour nous. Pour les informaticiens, bien, on a appliqué des concepts théoriques existants en analyse de sentiments et en génie logiciel. Comment le travail s'est divisé au sein des équipes? De mon côté, là, du côté de la com, ce qu'on a fait, c'est comme je l'ai dit, on a conceptualisé le champ sémantique propre à la pandémie de façon à orienter le forage de données. Donc, on a fait une recherche de mots-clés, on a dressé une liste de mots-clés. Il y a eu aussi à certains moments une réflexion qu'on a faite sur l'analyse du second degré, parce que quand on fait l'analyse automatique du langage, peut se poser la question du second degré, donc du sarcasme, de l'ironie, comment une machine peut faire l'interprétation du second degré. Donc ça fait partie de nos réflexions. Il y a eu des réflexions aussi sur la régionalisation de l'opinion publique. Donc, qu'est-ce que les gens pensent en Abitibi ou à Sherbrooke, mais souvent cette information-là n'est pas fournie dans un tweet, donc comment on y accède. Donc ça aussi, ça fait partie de nos réflexions. Du côté des informaticiens, bien, il y a eu les étapes suivantes. Il y a eu la construction de l'aspirateur de tweets. Il y a eu le développement du script qui fait l'analyse du sentiment, donc comment les gens pensent, comment les gens perçoivent certaines réalités par rapport à la pandémie.
Il y a eu la construction de ce qu'on appelle un pipeline, qui est une chaîne de traitement pour traiter les opérations de traduction et d'analyse de sentiments. Et il y a eu la construction d'une interface web pour visualiser les résultats. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, évidemment, dans la réalisation de ce projet, il y a eu quelques obstacles techniques. L'un d'eux, c'est la restriction sur les accès à Twitter, c'est-à-dire que Twitter a des politiques d'accès à ces données. C'est une immense banque de données, Twitter, évidemment, mais on ne peut pas y accéder n'importe comment. Il y a certaines limitations de toutes sortes. Par exemple, on ne peut pas accéder à un volume infini de tweets. Il y a un volume particulier auquel on peut accéder dans une séquence temporelle donnée. Bon, ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Donc, ça, il fallait le prendre en compte dans la programmation de l'application. Comme je l'ai dit, on voulait un portrait non seulement québécois, non seulement du Québec comme entité géographique, mais on voulait un portrait de l'opinion publique par région aussi. Donc, il fallait penser comment on accède à l'information sur la localisation géographique. Et c'est un problème assez important parce que ce n'est pas toujours directement accessible de savoir d'où un tweet vient. Okay? Et donc, il y a des moyens indirects pour y arriver. On a testé plusieurs hypothèses et finalement, on a choisi un moyen qui nous a paru plus efficace. Je pourrais en parler plus tard si vous voulez. Pour l'analyse de sentiments, on voulait, si on veut accéder à l'analyse de l'opinion publique du territoire québécois, il fallait le faire quand même dans 2 langues, non seulement le français, mais aussi l'anglais, parce qu'il y a beaucoup de tweets du Québec qui sont rédigés en anglais. Donc, il y avait un élément de traduction qui ajoutait une certaine difficulté technique. Et il y avait, comme je l'ai dit, l'analyse du second degré, donc comment, à travers un dispositif automatique intelligent, on peut analyser le sarcasme, l'humour, l'ironie pour mieux saisir l'opinion publique. Donc ça faisait partie des obstacles techniques. Les résultats, on a réussi, et là je félicite l'équipe d'informaticiens qui a fait preuve d'ingéniosité, à créer un prototype fonctionnel, donc qui fonctionne, qu'on peut interroger et qui va nous permettre d'analyser des milliers de tweets en quelques minutes, et qui va, sous la forme qui va nous produire un output, là, des extrants, où on va pouvoir visualiser l'opinion publique à travers un code de couleurs qu'on peut imaginer comme un diagramme à colonne et avec un pourcentage là, par région, où une opinion positive va être sous la forme d'une couleur verte, une opinion négative sous la forme, par exemple, d'une couleur rouge, et une opinion neutre sous la forme d'une autre couleur, comme par exemple bleu ou jaune. Donc ça, c'est les extrants que produit le prototype et on peut faire différentes requêtes sur une séquence temporelle donnée. Donc à partir de mots-clés, par exemple, François Legault et confinement, Horacio Arruda et vaccination, on peut faire différentes requêtes et sur des séquences temporelles données et ça nous permet d'accéder à l'opinion publique là, à travers ce prototype. Donc, quel est l'apport de ce projet aux connaissances? Du point de vue des informaticiens, le prototype qu'ils ont créé n'a pas permis des avancées théoriques en informatique ou en analyse de sentiments. Donc, on a utilisé plutôt des concepts existants et on les a appliqués pour créer ce prototype-là. Mais il y a eu quand même, nous ont-ils dit, les informaticiens, quand même un certain nombre d'innovations, comme par exemple celle de fabriquer un pipeline, qui est une chaîne de traitement, et de le brancher à une interface de visualisation où on peut voir l'état de l'opinion publique. Ça, c'est une innovation. L'intégration de modèles de traduction dans le traitement des langues naturelles là, par la machine, donc anglais-français. Donc, ça aussi, c'est une innovation. Et pour la communication, bien évidemment, c'est un puits d'informations extrêmement précieux parce qu'on accède à travers Twitter à une masse de données sur la communication qu'on peut analyser de différentes façons. On peut voir la rhétorique qui est derrière ce que les gens disent, on peut voir le façonnement de l'opinion publique. Donc, on accède vraiment à une masse d'informations à travers le forage de données qui permet toutes sortes d'analyses communicationnelles là, que nous ferons d'ailleurs dans les prochaines semaines. Les limites, bien évidemment, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs que vous pouvez imaginer par vous-même. Il y a l'idée qu'on connaît bien dans l'usage des médias sociaux comme Twitter, qu'il y a un anonymat relatif qui peut favoriser les opinions négatives, donc la surreprésentation des opinions négatives. Et moi, ça m'a fasciné quand on a testé le prototype. Au début, on voyait défiler les tweets et on voyait les insultes là, qui étaient très saillantes dans le défilement des tweets. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une surreprésentation des opinions négatives dans un format comme les réseaux sociaux où il y a un certain anonymat qui est favorisé?
Donc ça fait partie des limites. Il y a la question de la régionalisation, hein, par région. Comment on fait pour savoir que les gens de Sherbrooke pensent telle affaire, les gens de la Côte-Nord pensent telle affaire ou l'Abitibi, alors que cette information-là n'apparaît pas toujours dans un tweet ou dans un compte. Hein. Comment on fait pour savoir que le tweet émane de telle ou telle région? Il y a certains moyens indirects d'y arriver, mais ça reste une limite et ce n'est pas complètement fiable. L'autre question qu'on peut se poser, est-ce que les gens qui s'expriment sur Twitter représentent la population au sens large? Hein? Quel segment de la population s'exprime sur Twitter? Ça aussi, évidemment, c'est une limite. Et il y a la fameuse question des faux comptes sur Twitter. Hein. Parfois, ce ne sont pas toujours des vraies personnes qui gèrent les comptes. On en a d'ailleurs entendu parler récemment avec l'achat possible là, par Elon Musk de Twitter. C'est qu'on ne sait pas le pourcentage de vrais et de faux comptes sur Twitter. Ça reste incertain. Il y a certaines personnes qui vont dire que c'est 5 %, d'autres personnes qui vont dire que c'est 20 %, mais ça reste un enjeu, surtout quand on veut mesurer ce que les gens réels pensent d'une question donnée. Donc, en conclusion, ce que je voulais dire, c'est qu'on a terminé la première phase du projet, qui est, je pense, une réussite. Il y a une deuxième phase qui est envisagée, mais seulement si on obtient un financement conséquent pour passer du prototype à une application comme telle. C'est ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont accès ou qui travaillent pour le privé qui seraient intéressés à développer une application comme celle-là qui donne un état de l'opinion publique sur une question donnée, pourrait aider les décideurs politiques, mais toujours est-il que si c'est le cas, on serait prêt à lancer une deuxième phase. Ça permettrait vraiment d'avoir vraiment une application là, qui est vraiment aboutie avec un design ergonomique, graphique, etc. Parce qu'on a eu seulement 25 000 $ des organismes subventionnaires. C'était le montant maximal qu'on pouvait avoir, ce qui est très peu, évidemment, pour développer ce genre d'application. Mais toujours est-il qu'il nous a semblé, en conclusion, que ce qu'on avait développé comme prototype peut effectivement donner une information qui sert de complément à la prise de décision pour les décideurs politiques. Donc, il nous a semblé qu'il y avait quand même quelque chose de prometteur qu'on pouvait envisager à partir de ce projet. Donc, pour terminer, je tiens beaucoup à remercier l'équipe d'étudiants et étudiantes de l'UQAM qui ont beaucoup travaillé sur le projet, qui ont eu une importance décisive, significative. Je vais me permettre de les nommer. Il y a Siavash Rockney, Lancelot Normand, il y a Arcadie Gascon-Afria, Fanny Rancourt, Maxime Armstrong et Maxime Nicole. Donc, certains d'entre eux sont en communication, d'autres en informatique. Et évidemment, j'aimerais remercier les organismes subventionnaires, à savoir ici le CRSH et la faculté de communication de l'UQAM. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis disponible pour vos questions. Ben, merci beaucoup, M. Farmer, cette présentation très intéressante et en même temps très complexe pour les dinosaures en informatique, en tous les médias sociaux que je suis. Et puis, j'ai retenu en particulier l'importance de la sémantique. Dans tout ça, souvent, on pense qu'on parle de la même chose, puis on ne parle pas nécessairement, on utilise le même mot, mais je ne pense pas les mêmes concepts. J'avais une préoccupation. Des petits vieux comme moi, on ne va pas sur Twitter. Et puis, je me questionnais si ça exclurait, vous l'avez mentionné, mais ça n'exclut pas justement une partie de la population qui pourrait donner une autre comment je dirais bien, une autre perception. Et puis, en même temps, comment les résultats vont, je veux dire ça de même, qu'est-ce que vous allez faire avec les résultats éventuellement? Ça va aller où plus loin pour que ça ait un impact sur la prise de décision? C'est sûr que, comme vous le dites, puis merci pour la question, il y a un enjeu de représentativité parce que ce n'est pas tout le monde qui utilise Twitter. Mais ce qu'on peut voir dans la littérature, par exemple, parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'en regardant Twitter, en faisant du forage de données, on pourrait même prédire les résultats d'une élection. Puis il y a des résultats assez probants dans la littérature là-dessus. Donc, même si ce n'est pas parfaitement représentatif de tout le monde, ça nous donne quand même un certain pouls de la population. Parce que les usagers de Twitter sont insérés dans une société, parlent avec des gens dans la rue, avec leurs voisins, etc. Et donc, l'opinion qu'ils expriment, bon, évidemment, c'est leur opinion à eux ou à elles, mais c'est quand même le reflet d'une certaine tendance sociale. Donc, même si ce n'est pas parfaitement représentatif,
il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher. Puis surtout qu'avec une application comme ça, c'est qu'on a accès au pouls de la population très rapidement. En quelques minutes, vous avez accès à des milliers et des milliers de tweets. Donc, c'est quelque chose là, qui a une valeur en soi. Merci. Et pour les, comment vous voyez pour les résultats, qu'est-ce qui est prévu d'aller plus loin? Bien, là, ce qui est prévu à court terme, c'est vraiment de tester le dispositif avec les décideurs politiques, nos partenaires, donc au ministère de la Santé et des Services sociaux. On va aussi publier nos résultats dans des articles scientifiques qu'on va rendre évidemment disponibles. Donc, à court terme, c'est ce qui est prévu. Puis évidemment, si on a des invitations à prendre la parole, puis évidemment, moi, j'aimerais que mes collègues viennent avec moi. Aujourd'hui, c'est moi, mais on est une équipe. Par exemple, entre autres, les informaticiens, mais aussi Arnaud, Marie-Ève. Donc, c'est ce qui est prévu. C'est vraiment du transfert de connaissances qui est prévu dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Jacinthe, je ne sais pas s'il y a des questions, si tu veux gérer ça. Pas pour l'instant, mais... Moi, j'en aurais une petite. Vas-y, Alex. Est-ce que tu me permets de poser une question? Oui, je me demandais, Yannick, si vous avez eu la chance de dégager à travers vos analyses des courants de pensée ou des portraits déjà, si c'est une idée ou un exemple de ça qui déjà on peut soupçonner que ça pourrait avoir une influence sur les politiques publiques. En ce moment, non. Mais ça fait partie des analyses communicationnelles qu'on peut faire à partir du forage de données. Par exemple, toute la rhétorique, c'est quoi les arguments qui sont utilisés pour critiquer ou pour... Tout ça, une analyse plus fine de l'opinion publique, de la rhétorique, tout ça, c'est quelque chose qu'on va faire, qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, parce que là, on était beaucoup concentré sur la création du dispositif, du prototype. Là. Mais dans les prochaines semaines, c'est le genre de questions qu'on peut se poser, puis le genre de recherche qu'on peut faire effectivement. OK. Merci, Yannick. Merci à toi. Merci beaucoup.